Bonjour Henri, Bonjour Julie. nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de TV Dalzon. Une émission faite par les jeunes, pour mieux comprendre l'info. Mais c'est aussi l'occasion pour les plus anciens d'entre vous de comprendre les interrogations de notre génération. Donc après 8 mois d'absence, de nouvelles questions sont sur toutes les lèvres. Donc, tout d'abord, nous parlerons du réchauffement climatique et de son impact sur l'agriculture. L'autre sujet sera le rayonnement de la ville de Nîmes à travers sa culture et notamment il est connu pour le musée de la Romanité. Et enfin, nous parlerons de notre génération, une génération qui s'interroge concernant son avenir. Donc, avec nous, Virginie Cotte. De plus, nous avons un invité d'honneur, monsieur Yvan Lachaud, bonjour. Bonjour à vous tous. Monsieur Lachaud est directeur des instituts Emmanuel Dalzon. Donc est-ce que vous êtes content de retrouver cette émission après 8 mois d'absence? Ah bah oui, ça fait du bien parce que lorsqu'on a vécu TV Dalzon il y a quelques années et donc voir et mesurer les retombées, l'intérêt qui était porté sur cette émission et en même temps, je crois le plaisir que vous avez, vous, les étudiants, de l'animer et d'y participer, eh bien ça fait plaisir de enfin pouvoir repartir sur ce mode de communication qui est, je crois, à la fois est important pour vous en tant qu'acteur, mais aussi important pour celles et ceux qui peuvent l'entendre, l'écouter et permettre d'aborder certains sujets avec un esprit un petit peu différent. Et puis, en fait, vous dites ce que vous avez à dire aussi, donc c'est sympa. Donc, on va commencer avec l'agriculture. Bonjour Esther. Alors, on l'a bien vu, avec le réchauffement climatique, de nouveaux enjeux émergent. Quel est l'avenir de l'agriculture dans tout cela? Eh bien, l'agriculture va devoir s'adapter. En effet, depuis un certain temps, on voit un changement climatique qui impacte notre manière de produire. Donc, grâce au reportage qui va suivre, on va voir s'il y a des solutions et si oui, lesquelles. Et nous allons également pouvoir répondre à ces questions grâce à nos invités. Donc, Marion, ici présente, en classe préparatoire à l'Institut Emmanuel Dalzon, va poser des questions à Madame Galtier, responsable pôle eau hydraulique à la Chambre d'agriculture du Gard. Merci d'être présente. Face aux nombreux impacts de ces derniers, les agriculteurs mettent en place plusieurs solutions. La rénovation ou la construction de bâtiments mieux adaptés aux conditions climatiques, ainsi que de murs, des digues contre les inondations. Le choix des cultures est devenu primordial pour qu'elles soient plus résistantes à la sécheresse. Et enfin, on voit aujourd'hui la création de corridors terrestres permettant la migration des espèces. Que pensez-vous de son... Méditerranée Corse pour essayer de les aider à s'adapter. Le réchauffement climatique impacte-t-il le coût de matières premières? Les matières, les intrants agricoles, eux, vont être parfois plus chers, mais aussi, par exemple, la productivité des exploitations va baisser. Du coup, avec un renchérissement des productions. Par rapport à la salinité, on en est où sur le sud du département? Et alors, un gros problème avec la remontée du biseau salé et un manque donc d'apport d'eau du Rhône. Donc ça, c'est vraiment un problème pour les agriculteurs de cette partie du département qui voient plusieurs dizaines, voire centaines d'hectares de terre se saliniser et donc être rendus impropres aux cultures. Ouais, je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, aujourd'hui, la mer remonte beaucoup, le sel donc remonte et en fait, il y a des problématiques essayer de tentatives de barrage pour, faire en sorte que l'eau de mer remonte moins, mais Et c'est c'est surtout un combat aussi avec un apport d'eau douce du Rhône pour essayer de faire redescendre ce biseau salé c'est ça. et donc encore mieux
aménager, faire des aménagements hydrauliques pour pouvoir amener de l'eau du Rhône. La Camargue, elle a été conçue comme ça, hein, elle a Bien été sûr. artificialisée, justement, voilà, pour un apport d'eau douce qui va faire redescendre le biseau salé, qu'on puisse continuer non seulement les cultures, mais toute la biodiversité liée à ce territoire. Oui, c'est un sujet majeur pour notre département. Oui. On voit, monsieur Lachaud, que vous êtes réellement investi dans ce réchauffement climatique. Est-ce que vous pensez à certaines mesures que vous pourriez produire au sein de l'établissement pour ne serait-ce que des mesures écologiques? C'est évident que madame vient d'en parler au niveau de l'agriculture, mais au niveau de notre énergie dans l'établissement, tout doit être transformé le plus rapidement possible. On va pas pouvoir continuer à chauffer au gaz, on va pas pouvoir continuer, à manquer de régulation, on sait qu'il faut baisser le niveau de température, par exemple, mais c'est tout qui a changé, il faut se poser des questions sur le passage en pompe à chaleur, même pour un établissement tel le nôtre, avec des milliers de mètres carrés, eh bien, il faut regarder comment on peut avoir des grosses pompes à chaleur. Faut-il d'ailleurs aller sur de l'eau et pas RO? C'est-à-dire, comme on a une nappe phréatique qui est pas très profonde ici, est-ce qu'on va passer à des pompes à chaleur OO qui ont les meilleures rentabilités? Le problème, c'est que, hem, on a des systèmes aujourd'hui de chauffage qui sont avec des radiateurs. Or, pour chauffer une grande pièce avec des radiateurs, il faut monter la température de façon très importante. Alors que si on avait un plancher chauffant, il suffit de répartir de partout et on a besoin de 30-35 degrés au départ. Là, c'est 60 degrés. Donc, voilà, on prend ça en plein dans la figure aujourd'hui, si je peux me permettre l'expression. Et c'est des problématiques à la fois d'économie, d'énergie, c'est clair, mais à la fois de coûts qu'on ne pourra plus assurer. Donc voilà, je crois que c'est la totalité qu'il faut étudier sur, à la fois, problématique de chauffage, mais aussi, est-ce qu'il n'est pas temps de regarder comment, par exemple, on va construire un bâtiment sur Estric qui sera autonome sur un pompe à chaleur, gainable, c'est-à-dire, froid et chaud, de façon à pouvoir peut-être, devrions-nous dans quelques années faire face au mois d'avril ou au mois de mai à des températures qui seront telles qu'on aura du mal à rester, dans des salles de classe. C'est peut-être, c'est ce sur quoi peut-être on tend aujourd'hui, donc il faut le prendre en considération. Il faut vraiment qu'on se donne, un petit peu un coup de balai, pour réétudier tout ça, et surtout de faire des économies, par rapport à ça, quoi. Et sur la consommation, parce que voilà, il faut essayer de la baisser. Alors, je parle même pas des éclairages de la nuit qu'il faut arrêter, et cetera, et cetera. Tout ça, ça me paraît tellement évident. Mais la vraie problématique, c'est, les montées en température, de nos bâtiments, quid? Alors qu'il y a 20 ans, tant qu'on avait une très, très belle chaudière à gaz, on était content et on savait qu'on risquait rien, quoi. Le problème est différent. Nous allons à présent passer donc de nature à culture. Pour cela, nous recevons un élève en classe préparatoire AL. Adrien, bonjour. Bonjour Henri. Donc vous avez travaillé sur le rayonnement de la ville de Nîmes. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Eh bien, merci Henri et bonjour à tous. Effectivement, nous avons longtemps travaillé sur ce reportage et nous sommes aujourd'hui heureux de vous le présenter. Vous savez, Nîmes est connue pour sa romanité, mais est-ce que les habitants sont au courant des autres dynamiques artistiques présentes dans la ville? C'est ce qu'on a voulu savoir. La culture est l'un des piliers de la ville. Beaucoup d'établissements sont souvent peu connus. Est-ce que vous pouvez nous citer les institutions culturelles que vous connaissez à Nîmes? Non, parce que je suis nouveau à Nîmes, du coup je connais pas trop. Je sais pas grand chose, parce que je suis pas. Je sais pas énormément d'informations dessus. Il y a les arènes et la maison de carré aussi. Après, non, je connais pas trop d'autres. Il y a la Maison Carrée, il y a la galerie d'art, il y a le carré d'art aussi. J'habite pas à Nîmes, mais je connais, je connais un petit peu. Je connais les arènes, la Maison Carrée. Après, je pense que je connais que ça. Je pense que j'en connais d'autres, mais peut-être pas le nom. Ouais, les arènes de Nîmes, la Maison Carrée, la Tourmagne, ouais, tout ça quoi. Okay. Alors, moi j'en connais que 3, je connais la Maison Carrée, les arènes et puis la cathédrale, que je ne sais pas le nom. Je connais la Maison Carrée, les arènes, la Tourmagne, après il y a le musée de la Romanité, Carré d'art, le musée d'histoire naturelle. Est-ce que vous saviez que les Beaux-Arts se trouvaient à Nîmes? Oui, vous savez. Ouais. Ok, super. Non, je connais pas. J'habite pas à Nîmes, mais je connaissais les arènes, la Maison Carrée, les Beaux-Arts et voilà. Ok. Non, je connais vraiment rien. Oui, ça oui. Non.
Ok, super. Du tout. Ok, Je savais pas. super. Pourtant, les beaux-arts sont bien présents à Nîmes. C'est même un des piliers essentiels de l'éducation artistique. Héritier du patrimoine romain, l'activité culturelle nîmoise est un fait majeur. En témoignent les arènes, la maison carrée ou encore les jardins de la Fontaine. Ils sont les ancêtres du rayonnement culturel nîmois qui ne demandent encore qu'à prospérer. Bonjour Valérie Voilet, vous êtes professeur d'histoire des arts et d'art plastique à l'Institut Manuel Dalzon. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce reportage? Alors, je le trouve très pertinent. Donc, j'enseigne effectivement l'histoire des arts et les arts plastiques. J'ai pu voir certains de mes élèves. Donc, effectivement, l'enseignement est important parce qu'il va le permettre aux élèves, aux étudiants de découvrir le patrimoine de leur ville. Dans le contenu des cours, c'est ce que je fais d'ailleurs. Je fais découvrir et j'utilise beaucoup tous les partenaires culturels de la ville. On a la chance, ils sont très nombreux. Donc, dans l'enseignement que je donne, effectivement, j'ai à cœur de permettre aux étudiants et aux élèves de découvrir l'ensemble de ce que vous avez vu et essayé de démontrer. C'est vrai, la source, les origines antiques de la ville, mais ensuite tout l'aspect plus contemporain et toutes les institutions très diverses qui existent dans la ville. Merci. Comment percevez-vous, avec votre vision de professeur d'histoire de l'art, la culture nîmoise? Bah, comme je viens de le dire, c'est un excellent pour moi, c'était vraiment une source de la base même de mon travail, hein, et on a la chance d'avoir une représentation de toutes les époques à Nîmes. Alors, même si les élèves du reportage ne semblaient pas avoir conscience de l'ensemble de ces lieux, on a effectivement un panel de musées, de galeries et de monuments qui permettent vraiment d'apprécier toute cette culture dans la ville et de toutes les époques. Donc, c'est pour moi, une super base de travail pour les élèves. Vous avez cité une pluralité d'époques dans la ville de Nîmes. Est-ce que vous ne pensez pas cependant que la culture romaine freine le développement d'autres cultures ou la présentation d'autres cultures dans la ville de Nîmes? Non, pas du tout. Depuis l'histoire de l'art, le début de l'histoire de l'art, c'est une source d'inspiration pour les artistes. Donc, dans la ville de Nîmes, elle est d'ailleurs une source d'inspiration pour les architectes qui sont venus construire à Nîmes comme Foster par rapport à la Maison Carrée. Mais je pense que pour les artistes vivant à Nîmes, c'est la même chose, c'est une source d'inspiration. Pour les élèves et pour les jeunes qui sont dans la ville, elle les présente, cette architecture antique, mais elle est aussi associée à des grands événements actuels. Il y a eu des époques particulières où la Maison Carrée avait été proposée comme lieu d'exposition de grands artistes qui sont venus exposer dans la Maison Carrée, hein. On a eu vraiment la chance d'avoir des grands moments d'exposition. Mais c'est vrai que c'est pas du tout une gêne, au contraire. Je pense que c'est un élément. Et moi, en tant que Nîmoise, j'ai le plaisir tout le temps de passer devant la Maison Carrée, de regarder sans arrêt, de la découvrir, de la redécouvrir. Et ça m'inspire effectivement beaucoup. Et est-ce que vous considérez donc qu'il y a assez d'expositions de cette grande culture nîmoise? Alors, les expositions, elles sont nombreuses, elles existent, hein, il y a eu des choix qui ont été faits il y a des années, des choix politiques, puisque pour moi, la culture est aussi un élément politique. Et dans les années 80, il y a eu un maire, vous savez, Jean Bousquet, qui a contribué à l'épanouissement contemporain de la ville, hein. Effectivement, il y avait le passé, comme vous le disiez, antique, mais l'ouverture à l'aspect plus contemporain est arrivée avec les bases de carré d'art et puis le bâtiment qu'on connaît aujourd'hui avec l'architecte de renom Norman Foster. Et ça a été l'occasion d'avoir des conservateurs qui ont permis des expositions de renom dans une ville comme Nîmes, qui n'est pas une très grande ville, mais des expositions prestigieuses. Et j'espère que les différents conservateurs qui vont se succéder à la tête de ce musée continueront à offrir ces propositions, cette offre culturelle exceptionnelle. Voilà. Eh bien, un grand merci. Yvan Lachaud, bonjour. Pensez-vous que la culture aide au développement d'une ville? Et si oui, à quel point? Moi, je vais être très bref, hein, après ce qu'a dit Madame Voilet, je crois que la réponse est oui, et oui, encore qui plus est, pour une ville comme Nîmes, avec ce qui vient d'être abordé et cette richesse que nous avons. Donc la réponse est oui de partout. On a avec nous Virginie Cotte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe du campus Emmanuel Dalzon et vous êtes venue ici pour nous parler d'un sujet qui vous tient à cœur. Ce sont les cordées de la réussite. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? En quoi ça consiste?
Oui, tout à fait. Donc, pour revenir sur votre propos, ça nous tient à cœur, effectivement, à l'Institut Emmanuel Dalzon, de travailler des têtes de cordée de la réussite. Ça fait 12 ans maintenant que nous sommes têtes de cordée. L'idée de la cordée de la réussite, c'est de permettre à des établissements secondaires de pouvoir bénéficier d'informations sur l'orientation pour pousser les jeunes vraiment à se projeter sur un cursus d'enseignement supérieur. Voilà. Donc, en étant adjointe du campus ici, forcément, c'est un sujet qui me tient à cœur. Super, en plus, tu as pu reprendre après le Covid qui a été un peu compliqué. Oui, effectivement, on a eu 2 ans où on a fait du conseil en visio. Faut avouer que c'est mieux que rien, mais c'est quand même pas formidable. Donc là, ça y est, on a pu reprendre, avec les collèges et les lycées avec lesquels nous sommes partenaires. Donc on est en cordée avec 2 collèges et un lycée, le collège Capuccini et le collège Jules Verne et puis le lycée Frédéric Mistral à Nîmes. Et quelles sont les actions? Alors, il y a différentes actions. On commence par leur faire une conférence sur l'orientation d'une manière générale et leur présenter toutes les filières post-bac qui existent. Ensuite, on leur propose de faire des mini-stages sur les BTS que nous organisons ici. On peut leur proposer aussi des immersions en classe préparatoire. Et puis, chaque année, on fait aussi une sortie culturelle qui n'est pas encore définie pour cette année, mais qui le sera rapidement. Et puis, pour conclure, une action qui est quand même très importante, c'est qu'on organise un tutorat pour les études. Donc, nos élèves de classe préparatoire organisent un tutorat pour préparer le brevet des collèges ou pour les aider dans leur bac professionnel, notamment pour le lycée Frédéric Mistral. D'accord. Bah, ce sont de belles initiatives. Merci beaucoup en tout Merci cas à de vous. votre Merci présence. pour votre accueil. Et bien maintenant, nous allons parler de notre génération. Bonjour Monsieur Poinsignon. Bonjour Mallory, bonjour Sacha. Alors vous, vous êtes intéressés à notre génération, à ces interrogations. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Notre génération, elle est souvent connotée, bien souvent critiquée, mais alors, comment se sentons-nous à l'aube de la nouvelle ère? Avec une jeunesse confinée et de revendications plein la tête, tout le monde attend derrière nous, mais on ne sait pas trop pourquoi. L'idée de mieux faire, de rendre fier, et on a voulu voir ce que pensent nos camarades de classe, donc on les écoute. Dans 10 ans, tu te verrais où? Dans l'armée, je pense. J'aimerais bien. En fac de médecine. Aux États-Unis. Je pense pareil, déjà tout sauf la France, quoi. Avec une entreprise. Je vais y réfléchir pour l'instant parce que j'ai le temps. Et faire le métier que j'aime et avoir une famille. Je sais pas. Et est-ce que les études que tu es en train de faire te plaisent? Oui, j'ai déjà aussi choisi mes études pour après le lycée et je sais déjà ce que je veux faire. Oui, elles me plaisent, les études que je suis en train de faire. J'espère aller dans le commerce plus tard et pouvoir réussir dans ce domaine-là. Moi perso, les études que je suis en train de faire, elles me plaisent beaucoup parce que je suis très science, très physique, tout ça. Et plus tard, j'aimerais bien être dans la police scientifique, tout ce qui est police judiciaire, tout ça. Donc, Oui, les études me plaisent malgré qu'elles soient un peu compliquées, mais c'est bien, c'est pas mal. Et est-ce que tu voudrais des enfants plus tard? Oui, ouais, une famille, ouais. Peut-être, mais si je... En vrai, je pense pas, non. oui, bah si je le peux, oui. Moi, mon kiff, ce serait d'avoir une fratrie, genre des jumeaux, mais une fille et un garçon. Oui, 2. je veux une famille de 11 enfants. Comme ça, j'ai enfin une équipe de foot. Oui, 2 enfants. Oui. Merci Audrey. À la limite de la fuite, une jeunesse qui s'en va, avec leurs 20 années bien tassées, ils quittent le berceau qui les a accueillis. Une vie qui se construit ailleurs, des villes qui les ont accueillis et qu'il faut bientôt maintenant quitter. On a voulu faire le constat avec vous, monsieur Yves Poinsignon, donc professeur d'histoire-géographie. Ce que vous pensez de ça? Un mot sur ces images que vous avez vues et cette génération qu'on représente. Je crois que c'est une génération qui ne manque pas de projet, qui ne manque pas d'envie, donc c'est plutôt positif. Et ma foi, ils s'inscrivent dans une démarche déjà sur les quelques années à venir. Ils se projettent dans une famille, dans un métier ou dans un pays. Bon, après, à leur âge, ça reste des projets. Maintenant, certains se concrétiseront, d'autres moins, ou pas du tout. Mais c'est pas grave. Est-ce que vous avez remarqué aussi qu'il y a une volonté, quelquefois on l'a vu dans les images, de partir de la France ou du moins de ne pas faire notre vie dans le milieu qui nous a accueillis? Je trouve que c'est plutôt intéressant à votre âge, finalement, de partir. Parce que finalement, se couper de son milieu familial, de son milieu géographique, de son milieu social, ça peut être très constructif. Parce que ça permet déjà de découvrir qui on est, ce qu'on est capable de faire, ses limites, ou de ne pas faire. Et puis ensuite, eh bien, parfois, si on revient en France et sur Nîmes, on sait au moins pourquoi on est là. Et j'en connais quelques-uns qui ont fait cette démarche, qui sont partis parfois 2 ans, 3 ans, 4 ans, et puis qui souvent sont revenus. Mais en revenant, ils savaient pourquoi ils étaient là et quel était l'intérêt de vivre
en France pour eux. Donc, si vous voulez, ils avaient testé finalement les limites de leur fantasme d'un ailleurs qui serait plus vert, meilleur. Alors justement, est-ce que vous avez assisté à une différence avec les différentes générations que vous avez pu accueillir? Bah, il est clair que la génération, enfin, ces 3 dernières années ont tout de même pas mal perturbé les choses. Maintenant, je crois que c'est trop proche là pour dire si ça a vraiment fondamentalement fait basculer les mentalités ou les envies de votre génération. Pour l'instant, à mon sens, enfin, je ne suis pas capable de le faire. D'accord, merci beaucoup. J'en prie. Et donc, selon vous, donc pour construire cet avenir, avoir des projets, est-ce que vous pensez que l'école, le collège, le lycée est quand même le meilleur moyen d'y parvenir? Bah, l'école, le collège, le lycée, c'est un point de passage obligatoire, hein. Bon, donc, dans toute formation, est-ce que c'est le meilleur moyen pour y parvenir? Je ne sais pas. En tout cas, il me semble que, en ce qui nous concerne, responsable établissement, on doit tout mettre en œuvre pour que vous puissiez, je dirais entre guillemets, prenez-le bien, grandir dans les meilleures conditions, c'est-à-dire vous laisser la possibilité de vous exprimer de la sorte, par exemple. Et moi, je trouve, pour rejoindre Yves Poinsignon, que voilà, la génération dont vous êtes aujourd'hui, elle a des envies, mais qui, à mon avis, sont des envies qui s'adaptent au moment, mais qui sont à peu près les mêmes que les autres générations ont eues par le passé. Assez classique d'ailleurs, hein, construire une famille, avoir des enfants, partir à l'étranger, puisqu'aujourd'hui, il y a cette possibilité avec les réseaux et autres d'avoir davantage de contacts avec l'étranger. C'est une chance pour vous que peut-être des générations d'il y a une vingtaine d'années n'avaient pas. Mais bon, je trouve moi aujourd'hui que votre génération, dans un contexte différent qui évolue, elle est tout à fait classique. On tape souvent sur la jeunesse aujourd'hui, etc., etc. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que vos comportements ont changé aussi par rapport à il y a 20 ans, parce que la vie a changé, parce que la famille a changé, parce que la communication a changé. Vous vivez sur des réseaux, vous vivez sur des choses différentes. Mais bon, voilà, moi, je pense que les plus anciens que nous sommes, on n'a pas, enfin, moi, personnellement, je n'ai pas trop de mal à m'adapter à ce que vous faites. Recadrer des gens et les remettre dans le droit chemin, ça a toujours été le cas, hein. De tout temps, on a eu besoin de ramener des gens sur les bons rails. Voilà. Donc, en tout cas, moi, je trouve que les réactions qu'on a entendues sont plutôt rassurantes. Et par rapport au choix de métier, c'est ça qui est peut-être le plus compliqué aujourd'hui par rapport à des structures d'éducation. C'est que tant par le passé, il y avait certainement des orientations qui se prenaient, qui restaient quasiment définitives, tant aujourd'hui, les systèmes d'éducation, par exemple la réforme du bac et autres, produisent leurs effets. Ça veut dire qu'on pourra zapper plus longtemps, hein. On n'est pas sur une voie de laquelle on ne pourra pas sortir. Voilà, il vous est offert aujourd'hui des possibilités. C'est peut-être bien, c'est peut-être moins bien, j'en sais rien, hein, sur lesquelles vous pourrez faire des choix plus tard. Et on le voit d'ailleurs, hein, je m'arrêterai là, pour ceux qui commencent à travailler, ils zappent assez souvent de boulot. Ils essaient 6 mois un truc et puis on dit, bon non, ça ne me convient pas, je vais... Ce qui là, par contre, n'existait pas par le passé. Voilà. Mais voilà, écoutez, vous vous adaptez, on s'adapte et puis ça roule, hein. Merci beaucoup. Et je souhaiterais d'abord remercier aussi mes camarades de classe qui, quand même, ont élaboré toute cette émission. Donc, si d'abord ils pourraient venir, ça serait sympa. Surtout, bonne année!